Cette vidéo, comme pour la vidéo des 20 recommandations de l'été, a pu être réalisée parce que vous avez participé à un sondage sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas pour pouvoir participer à ce type de vidéo. Bisous et bon visionnage. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Bouquinade. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des 20 recommandations de l'automne. Vous avez apparemment beaucoup apprécié la première édition et vous êtes beaucoup à m'avoir réclamé une version pour cet automne, donc voici mes 20 recommandations pour cet automne selon vos mots-clés. Première reco, c'est avec le mot monstre. En réalité, il y aurait pu avoir pas mal de livres, mais j'attends son tome 3 assez impatiemment et j'avais un peu zappé de vous le mettre dans mes sagas en cours. Il s'agit de Seul en monstre de Vanessa Len, publié en France aux éditions Lumen. Les deux premiers tomes sont déjà parus. Et pour cette histoire, nous allons suivre le personnage de Joanne qui va passer ses vacances d'été chez la famille de sa mère qu'elle voit très peu. La maison est située à Londres et elle a même trouvé un petit job dans un manoir, enfin en tant que guide touristique pour travailler. Et là-bas, elle va se rapprocher d'un garçon qui est passionné d'histoire qui s'appelle Nick. Cette rencontre n'est pas le fruit du hasard puisque quelques temps après, pendant une nuit, il va y avoir un massacre qui va être commis. Mais quand je vous dis un massacre, vraiment c'était terrible. Elle va découvrir donc que la famille de sa mère, les Hunt, ne sont pas des êtres humains comme vous et moi, ce sont des êtres dotés de pouvoirs magiques. Et cette famille fait partie des 12 clans de Londres, donc il y a d'autres familles qui ont d'autres pouvoirs. Et pendant cette terrible nuit que je vous disais, ce gros massacre qu'il y a eu, elle va se rappeler d'un conte qui lui a été raconté quand elle était enfant à propos d'un monstre. Et vous avez compris donc que ce conte touche à la réalité puisqu'il y a bien un monstre, enfin pas réellement, un tueur de monstres. Vous avez tout ce qu'il vous faut dans cette saga, vous avez de la romance, vous avez de l'intrigue, vous avez un système magique, vous avez ce côté un peu Dark Academia. Alors ok, on n'est pas dans une université mais l'ambiance se rapproche et ce que je préfère dans la plume de l'autrice, c'est sa capacité à nous décrire ces phénomènes magiques. Je trouve qu'elle est incroyablement précise. Prochaine reco, et c'est avec un loup-garou, et j'ai choisi évidemment la nouveauté Bride Ali Hazelwood. Alors je dis évidemment parce que j'ai pas lu en soi énormément de livres avec un loup-garou, et celles que j'ai déjà lues, je vous les ai déjà présentées une bonne quinzaine voire vingtaine de fois, donc pour changer, je vous ai mis celle-ci. Donc je l'ai lu il y a pas très longtemps et il est sorti je crois courant du mois de septembre ou tout début d'octobre. C'est publié aux éditions Hauteville et c'est la première fois que l'autrice publie autre chose que de la romance. Et pour tout vous dire, au début j'étais un petit peu frileuse. Je sais pas pourquoi j'avais des a priori, mais en tout cas j'aurais pas dû en avoir. Ici on va rencontrer le personnage de Lark qui est la fille du plus puissant conseiller vampire du sud-ouest. Pendant X temps elle a dû vivre chez nous les humains en tant que paria, donc elle était anonyme etc. jusqu'au jour où finalement on va faire appel à elle afin de renforcer une alliance historique. On retrouve un petit peu Ali Hazelwood là-dedans. Cette alliance donc c'est pour continuer à faire régner une paix entre les vampires et les loups-garous. Misery a ses propres raisons pour accepter ce mariage-là. À ce moment-là, son futur époux ne se doute pas, mais il la surveille de très près. Elle veut accepter ce mariage pour pouvoir récupérer quelque chose, quitte à vivre dans le clan des ennemis. Alors oui, je dis Lark, mais c'est Misery Lark, mais j'ai du mal à garder en tête le prénom Misery, parce que dans une série que j'ai regardée récemment, il y a un personnage qui s'appelle Lark, et à chaque fois, je faisais la liaison entre les deux. Je vous le présente ici parce que c'est plus de l'urban fantasy, et j'en lis pas non plus nécessairement très souvent, voire assez occasionnellement. On est sur un univers qui reste beaucoup centré sur la romance, un peu comme les Witch and God de Livestone, mais je m'attendais à ça, donc ça ne m'a pas du tout dérangé. On est sur un public forcément adulte et pas adolescent, et on a ce personnage du coup de Misery qui a un côté humain très attachant et qui un petit peu contraste avec ce côté très classique des loups-garous et des vampires qui ne peuvent pas se piffrer, et j'ai vraiment bien apprécié cette lecture. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vois qu'il y a beaucoup de chroniques qui commencent à sortir dessus, mais vu que je l'ai pris un petit peu comme un livre chill à la cool, moi je l'ai bien apprécié. Et j'en profite, si vous avez des livres avec que des loups-garous dans le roman, je suis preneuse parce qu'à chaque fois il y a soit des sorcières, soit des vampires, soit je ne sais quoi, mais jamais que des loups-garous. Troisième livre, et il faut que ce soit un livre fall vibes, et je pense très honnêtement, vu que j'avais commencé à lire le premier tome à cette même période l'année dernière, que celui-ci est parfait. Il s'agit de Anatomy Love Story de Dana Schartz aux éditions Albin Michel. Je pense que vous l'avez vu déjà pas mal passer sur ma chaîne YouTube, mais je continue de le recommander parce que je le trouve vraiment très bon et très original. Ici on va avoir une histoire plutôt assez macabre puisque Hazel, donc qui vit à Édimbourg dans les années 1817, n'a qu'un seul rêve, c'est de devenir
devenir chirurgienne. Et à cette époque-là, pour pouvoir apprendre de la science, il fallait donc disséquer des corps, mais c'était pas très accessible. Et forcément, une femme qui veut être chirurgienne et du coup qui va devoir apprendre plus de choses sur les corps humains, sur la médecine, etc., ça ne fait pas du tout partie des codes des nobles familles. Et un jour, elle va rencontrer quelqu'un qui va pouvoir l'aider dans cette quête de corps pour pouvoir apprendre du corps humain. Il s'agit de Jack. Elle va du coup rencontrer Jack qui lui déterre des cadavres et qui ensuite les revend à des scientifiques. Je vous promets que ce livre va plus loin que ça. Il y a eu 2-3 clins d'œil que j'ai beaucoup apprécié. C'est en 2 tomes donc c'est assez court à lire et si jamais l'autrice fait autre chose, je pense que je me plongerai dessus parce que j'ai adoré vraiment l'intrigue. J'ai beaucoup aimé cette ambiance. Puis en plus Édimbourg, on peut pas demander mieux. On poursuit avec un thriller où la fin nous épate et j'ai choisi plutôt d'aller sur quelque chose de young adulte parce que vous le savez, j'ai lu que très peu de thrillers adultes ou de vrais thrillers vraiment très gore. Et donc j'ai choisi de vous conseiller Plein Gris de Marion Brunet. Il est déjà sorti il y a quelques années aux éditions Pocket Jeunesse. Mais même s'il est sorti il y a quelques années, je vous jure, il vaut le coup. Il est très court, mais très bien pensé. Un jour, Élise et Victor vont découvrir un corps près de la coque de leur propre voilier. En réalité, il s'agissait d'une bande, donc il y avait plus que ces 2 personnages-là. Et en voyant ce corps remonter à la surface, tout le monde a peur de ce qui peut se passer. Il s'agit d'adolescents, donc c'est plus différent que des schémas un peu de séries policières qu'on peut voir. Et c'est un récit qui est vraiment à cet aspect très étouffant pour le lecteur, dans le sens où tu sens que tu arrives déjà dans un couloir assez étroit et tu as vraiment l'impression que les murs viennent se resserrer petit à petit sur les personnages et t'es en mode mais à quel moment ça va éclater le bordel. J'ai lu plusieurs Marion Brunet et celui-ci reste mon préféré de loin. Vraiment, si vous aimez les enquêtes, le côté thriller, bref, le côté polar, en young adulte, allez-y. J'en ai un autre à vous conseiller tout à l'heure, mais il fait clairement partie de mes préférés. Cette fois-ci, on me demande un livre avec un côté sombre et je me suis rendu compte que je vous ai jamais vraiment chroniqué celui-ci, dans le sens où il est ni apparu en point lecture, ni en post Instagram, ou alors vraiment j'ai une mémoire mais nulle et que j'ai même pas réussi à retrouver ça sur ma propre chaîne. Et en fait c'est suite à des messages que j'avais reçus pour avoir mon avis sur celui-ci, donc je me suis dit que j'allais le mettre là-dedans et il va parfaitement dans cette catégorie. Je parle de La vie invisible d'Adi Larue aux éditions Lumen de V.U. Schwab. Donc j'ai la version hardback collector, je ne sais point. En tout cas c'est une très belle édition. Il y a aussi une version brochée qui est vraiment hyper bien soignée, donc que ce soit l'un ou l'autre, vous avez 2 formats qui sont très bien faits si vous aimez les beaux objets livres. Pour le coup ils ont fait un super taf pour ces romans là. Ça se passe ici en 1714 et on va retrouver une jeune femme qui vit un moment de détresse totale. Elle vient de s'enfuir et elle appelle à l'aide. Quand elle va appeler à l'aide, c'est le diable qui va lui répondre et qui va lui proposer un pacte. Il lui propose la vie éternelle et en échange, plus personne ne pourra ni se rappeler de son nom et encore moins de son visage. Elle est donc maintenant condamnée à traverser le temps sans que personne se souvienne d'elle, sans que personne puisse s'attacher à elle. Vous vous doutez qu'elle va vivre beaucoup de choses, qu'elle va vivre dans plein d'endroits différents jusqu'au jour où elle est à New York. Et pour la première fois en 300 ans, un homme derrière un comptoir la reconnaît. Je m'arrête là pour le résumé. Les éditions Lumen vont un petit peu plus loin. C'est un livre qu'on a vu énormément passer sur les réseaux sociaux, mais je trouve que l'autrice a vraiment énormément de mérite avec ce titre-là. Elle a une narration qui est différente que si vous avez lu Les Chaises of Magic. Il y a un ton, il y a un côté poétique qui est justement dosé. Je sais que c'est inspiré de plusieurs films et franchement le résultat est juste incroyable. C'est un livre que j'ai relu plusieurs fois et que je me tâte de relire parce qu'il y a tellement de passages. Vous voyez, j'avais jamais annoté cette version-là, donc pourquoi pas. Mais il y a tellement de passages qui toi-même te poussent à la réflexion. Vraiment, c'est un livre aux multiples facettes et je vous le conseille à 1000%. Je vous dis que j'allais vous présenter un autre polar, une autre enquête haletante. En tout cas, c'est ce qu'on m'a demandé et j'ai lu récemment le tome 2, donc forcément j'allais le mettre ici. Il s'agit de Royal Blood de Amy Carter, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Donc les 2 premiers tomes sont sortis, le 3e tome est attendu. Je pense qu'on aura ça à peu près l'année prochaine. J'ai l'impression que c'est un tome par an. Dans cette histoire-là, on va rencontrer le personnage de Evangeline Bright. Evangeline Bright a eu une enfance plutôt compliquée. Elle a été élevée par sa mère, donc elle vit aux États-Unis. Sa maman, au bout d'un moment, vous allez comprendre pourquoi dans l'histoire, je sais que je le mentionne jamais, mais je trouve que c'est mieux de le découvrir dans le récit, va devoir faire la passe à sa grand-mère parce qu'elle n'est plus capable de prendre en charge sa fille et sa grand-mère, au bout d'un moment, va décéder. Et c'est là qu'enfin, le père va remplir son rôle. En gros, il va l'envoyer dans des internats, donc toujours assez loin de lui, puisque lui vit en Angleterre. Elle va faire une énième boulette dans le sens où là, ça va l'amener dans un commissariat et il décide avec son équipe de travail, on va dire, et de la ramener vers lui. Donc elle va arriver
dans un beau château en Angleterre, vous avez très bien compris ce que je dis, et à ce même moment-là, à peu près, toute la sphère médiatique va apprendre qui elle est. Il s'agit de la fille illégitime du roi d'Angleterre Alexander III, et une fois qu'elle va arriver là-bas, quelques jours après il me semble, elle sera accusée de meurtre. Donc ce qui est hyper cool dans ce roman, on a à la fois et l'enquête, et tout ce qui se passe un petit peu, on va dire, niveau royauté, et tous les liens qui sont tissés, etc. Et à la fois, du coup, cette vision d'une fille qui ne fait pas du tout partie de cet univers-là. C'était un roman hyper sympa. Il y a un côté, enfin, je trouve, je sais pas si, encore une fois, si c'est voulu, et c'est vrai que je l'explique comme ça, mais je trouve qu'il y a un côté un peu série américaine. Forcément, on a des drames, et attention au trigger warning dans ce roman-là. Donc faites attention à ça, donc si vous avez envie de le lire. Mais il se lit tellement facilement, et en même temps qu'il se passe tous ces drames absolument abominables, il y a vraiment ce côté un peu ironique. Enfin, tu découvres un univers qui te semble absolument gigantesque, et en même temps ça se passe dans notre époque actuelle, donc tu as les codes, et en même temps au niveau scénario t'es en mode putain mais c'est un truc gargantuesque, et c'est ce côté là que j'apprécie le plus, et c'est ce ton là particulièrement de l'histoire que j'aime. Et pareil, celui-ci je vous le conseille en fermant les yeux. Cette fois-ci on me demande un livre avec un côté un petit peu plus conte. Alors c'est pas un conte féerique, mais le début vraiment fait très conte de fées. Il s'agit de Un sorcier noir et éternel de Brigid Kemmerer aux éditions Rajo. C'est une série qui se tient en 3 tomes. On a lu les 3 tomes en lecture commune et j'avais énormément apprécié ce moment. Je vous conseille la saga en général et pas vraiment les tomes indépendamment, même si le premier reste mon préféré. L'histoire démarre ici à Washington avec le personnage de Harper qui un soir ou pendant la journée, je ne sais plus, en tout cas elle va voir un homme essayer d'enlever une fille, elle va aller secourir cette fille là, et du coup le gars se dit tout simplement ok, si je peux pas la kidnapper elle, bah ce sera toi. Allez c'est parti, et voilà, littéralement c'est comme ça que l'histoire démarre. Elle va être embarquée par ce type qu'elle ne connaît pas du tout, et il va l'emmener dans un monde absolument féerique, un royaume qui semble figé dans un temps éternel. Enfin je crois que c'est en automne qu'on arrive à ce moment là. Elle est au royaume d'Amberfall et elle va rencontrer forcément l'héritier du royaume d'Amberfall. L'héritier s'appelle Ren et il cherche à tuer un monstre sanguinaire, et une seule femme pourra l'aider, parce que c'est le rôle de notre prota. Vous laisse deviner. Je pense que ce que j'ai le plus préféré dans cette histoire, c'était le fait de pouvoir décortiquer, vraiment regardez tous les post-it que j'ai mis, c'était vraiment le fait de pouvoir décortiquer ça en même temps avec vous. C'est un livre très fluide, c'est hyper facile de le lire, c'est une saga totalement accessible, ça se lit hyper rapidement, vraiment la narration est super fluide, donc je m'en fais pas par rapport à la grosseur du livre. Petit conseil, si vous le lisez un jour de pluie, je pense que l'ambiance du roman sera encore plus appréciée. Alors là j'étais très contente de pouvoir ressortir celui-ci, on m'a demandé un classique, et mon classique préféré, à quoi que je sais pas si c'est mon préféré, mais en tout cas ça fait partie de mes préférés, il s'agit du Dr Jekyll et Mr Hyde de Robert Louis Stevenson. Donc j'ai une édition là qu'ils ont vendue chez Carouf, tu crois c'est ça? Monsieur Jekyll ici est un docteur, donc Dr Jekyll londonien, et il fait partie dans sa profession des hommes précurseurs pour la médecine psychanalytique moderne. Il a réussi à diagnostiquer 2 éléments de la personnalité. Pour pouvoir dissocier ces 2 traits de personnalité, il va se servir d'une poudre chimique, et du coup c'est ce qui va nous donner le Dr Jekyll et Mr Hyde. Le Dr Jekyll est un homme apprécié de la société au vu de sa profession, et ensuite nous avons Mr Hyde qui lui est beaucoup moins apprécié, qui ne rentre pas dans les cases tout simplement. En faisant ça, le Dr Jekyll pensait pouvoir extraire en fait ses angoisses, mais ce n'est pas ce qui va se passer, et l'un va certainement détruire l'autre. Je vous laisse vous pencher un peu plus dans cette histoire, mais vraiment je sais que je présente très peu de classiques, allez s'il y a 1 ou 2 classiques par an c'est le bout du monde, et cette histoire vaut tellement le détour. Faudrait un petit peu que je vous reparle de mes classiques préférés, ça fait partie vraiment de mes coups de cœur en termes de littérature, et je suis tellement contente de l'avoir lu. Je l'avais pas du tout lu dans un cadre scolaire, donc peut-être que c'est ce qui m'a fait un peu plus l'apprécier, parce que très souvent quand on te dit en cours tu lis ça, tu n'as pas envie. C'est le cerveau humain, on n'a pas envie de faire ce qu'on nous dit. Et vraiment, je vous jure, allez se jeter en librairie. Il y a tellement de versions qui existent, il n'y a pas que celle-là. Donc si vous avez envie d'avoir une belle édition, je suis sûre ça se trouve. Maintenant, c'est un livre avec un fantôme, et je suis très contente parce que c'est une nouvelle découverte, un très beau coup de cœur. Il s'agit de la bande dessinée Julia la Seule de David Borio et Yuna Park. C'est une bande dessinée qui est publiée aux éditions Dupuis. Je l'ai lue tout récemment, et du coup elle est sortie récemment, donc je l'avais reçue en service de presse. Avant de vous résumer
spoiler l'histoire. Je ne sais pas si certains savent, mais en bande dessinée, je préfère davantage les bandes dessinées jeunesse. Je trouve que ça nous raconte beaucoup plus de choses et j'aime beaucoup souvent les illustrations qui sont choisies. Ce sont souvent des dessins plus ronds, plus doux, avec de très belles palettes de couleurs. Je dis pas que les bandes dessinées adultes ne le sont pas, mais j'ai une préférence pour ça. Regardez, ça ne peut que vous appeler ça, on est d'accord? Je vais pas aller plus loin parce que ça peut un peu vous spoiler. C'est beaucoup trop chou, mon cœur fond. Comme le titre l'indique, on a ici le personnage de Julia qui va arriver dans un nouveau lycée. Et Julia, c'est un personnage qui a d'étranges pouvoirs et qui a des souvenirs qui ne sont pas vraiment les siens. En tout cas, qui ne font pas partie de l'époque actuelle. Et deux de ses camarades vont être intrigués par Julia. Il s'agit de Mika et Caitlin. Et Mika est un personnage qui a vécu un gros drame dans sa famille et il noie son chagrin en essayant de réparer ou de construire une machine destructrice de fantômes. Et il va rapidement savoir que Julia cache quelque chose. Faut juste savoir que quand j'ai fini le tome, j'ai ragé, j'ai littéralement ragé de ne pas avoir la suite tout de suite. Ça fait un moment que j'ai pas eu de coup de cœur en bande dessinée, c'est un coup de cœur. Les dessins, l'histoire, tout me plaît. Peut-être qu'aussi que je l'ai lu à ce moment-là de l'année, ça a fait quelque chose, mais je vous jure que ça se lit extrêmement bien. Allez au moins zioter cette bande dessinée en librairie pour vous faire votre propre avis. Le prochain c'est un livre comme un chocolat chaud et j'ai choisi de ressortir Scottish Rhapsody de Delinda Dine aux éditions Hugo Roman, donc c'est de la New Romance. Donc attention pour le public, c'est pour ça que je précise New Romance. Ça fait 2 ans que j'ai lu, 2 ou 3 ans que j'ai lu ce roman et j'avais vraiment adoré, je l'avais lu pareil en début d'automne et c'était tellement bien, c'était vraiment la meilleure lecture que je pouvais faire à ce moment-là. Erin Wallace a vécu et grandi à Londres et elle va renouer avec ses racines d'écossaise. Du coup elle retourne là-bas parce que son grand-père est décédé, donc elle y va et elle va être très vite dépaysée, que ce soit par la manière de parler, par les coutumes, la culture, l'accent, tout. Et donc elle est pas très à l'aise et il y a un homme qui va encore la mettre encore plus mal à l'aise. Il s'appelle Lachlan. Lachlan fait partie d'un héritier d'un clan et il va littéralement la regarder de haut. Qu'est-ce que fait cette londonienne ici? Ça peut presque aider. Parce qu'en gros, elle, en revenant après toutes ces années là-bas, pour lui c'est une opportuniste qui vient juste là pour reprendre son argent. Et pour préserver les terres de ses ancêtres, elle va devoir ne pas l'ignorer parce qu'à la base elle voulait l'ignorer. Et en apprenant quelques petits détails, elle se dit ah mais finalement faudrait peut-être pas que je me rapproche beaucoup de lui. C'est avec ce livre que j'ai découvert la plume de Delinda Dine et j'aime énormément sa plume. Je la trouve, c'est bizarre de dire une plume souple, mais je vais quand même le dire. Je trouve qu'elle arrive vraiment à manier l'appréciation qu'il y a entre un lecteur et son personnage, peu importe le caractère. Elle arrive vraiment à nous accompagner, à apprécier chacun de ses personnages et à chacun des choix qu'elle fait. Tout passe bien, tout. Il y a de l'humour, de la romance, évidemment c'est de la romance. Un petit côté écossais que j'aime bien. Et puis en one shot, on dira pas non. Je sors mon Joker, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, alors j'en reparle, d'accord? On m'a demandé un roman sur les vampires. À votre avis, qui je vais sortir? Didi, évidemment. La Cour des Ténèbres de Victor Dixon, donc le tome 1 de la série Vampiria. Jeanne est une jeune femme roturière qui va être arrachée de sa famille. Et vraiment, quelle scène! Quelle scène! Ouf. Vraiment, il te dit tout de suite comment ça va se passer. C'est clair, net, c'est horrible. Et donc, suite à cet arrachage des plus macabres, voilà, elle va être envoyée dans une école. Et quelle école? On dirait que je vous fais un cours de C'est pas sorcier là. C'est une école qui forme les jeunes nobles à rentrer dans la cour et à faire partie de l'élite du roi soleil. Le roi soleil n'est pas le roi soleil comme on le connaît dans les faits historiques. Il fait partie d'un nouvel ère, l'ère des vampires. Il a été transmuté. Il y a énormément de choses dans ce livre qui font partie des codes du vampire mais qui sont en même temps revisités et clairement c'est pas un auteur qui laisse ses personnages tranquilles, peu importe que tu sois personnage principal ou secondaire, gare à tes fesses. Parmi tous les romans de vampires qui sortent en ce moment, je craque quasiment sur aucun. Donc j'ai lu le premier cycle, je suis en train de lire le second et je sais que s'il nous en propose un troisième, je me poserai même pas la question dans mon esprit de est-ce que je tente le coup? Je vais tenter le coup parce que ça mêle tellement de choses bien construites, tellement de choses bien pensées concernant l'univers des vampires et tu sens qu'il y a énormément de recherches et c'est un truc que je dis beaucoup sur cet auteur, c'est qu'il a une manière bien à lui de pouvoir s'adapter à une époque qu'il a décidée ou une époque qu'il a construite. Je dis souvent qu'il s'adapte hyper bien au genre qu'il a envie d'écrire et c'est complètement le cas même par rapport aux thématiques qu'il veut aborder. Pour celui-ci aussi j'avais qu'un seul mot et il s'agit du mot spooky et je l'ai lu cet été, mais même l'été ça passe. Il s'agit de Galante de V.E. Schwab, c'est le deuxième livre que je vous mets de cette autrice, publié aux éditions Lumen et ils ont sorti à l'occasion une version reliée hardback. Ça fait un peu le même effet que le Dr Jekyll et Mr Hyde mais j'aime beaucoup. On a deux illustrations ici à l'intérieur, vous comprendrez pourquoi.
avec un très très beau geste-page, pareil forcément relié à l'histoire, c'est pas juste un truc décoratif, genre c'est vraiment pensé avec l'histoire. Vous avez également, vraiment je vous présente l'objet de livre, plein de pages un peu comme ça. Il y en a une autre aussi que j'aime bien, voilà, qui reprend un morceau du carnet je crois. Ils ont fait ça super bien. Bah déjà le brochet qu'ils ont publié était vraiment très beau. On avait aussi toutes ces illustrations, mais c'est cool qu'ils aient aussi gardé cette mise en forme là et ces illustrations pour la version hardback, ça rajoute qu'un plus au livre. Vraiment j'aime trop cet ouvrage. Pour ce roman de Vivi Schwab, elle va nous conter l'histoire de Olivia. Olivia est une jeune fille qui vit à la base dans un orphelinat. Elle a été déposée là-bas petite fille. Elle est incapable de parler et c'est compliqué dans l'orphelinat de se faire entendre et de se faire respecter par ses camarades. Mais elle va trouver quelques astuces pour un petit peu semer la terreur, du moins pour qu'on la laisse tranquille. Il lui reste qu'une seule chose de sa mère, c'est un carnet bien particulier où sa mère a pu écrire ses pensées, a pu écrire les dernières lignes de sa vie, notamment une phrase très énigmatique qui dit « Tu ne seras à l'abri tant que tu ne t'approcheras pas de Galante ». Mais Galante, qu'est-ce que c'est? Comme beaucoup d'enfants dans cette orphelinat, elle rêve d'une famille, elle rêve d'avoir une maison à elle, et un jour elle va avoir une lettre de son oncle qui l'invite à aller chez eux, à les rejoindre, à rejoindre sa famille au manoir de Galante. Malgré l'avertissement assez énigmatique du carnet de sa mère, elle décide quand même d'y aller parce que c'est son rêve d'avoir une famille, donc c'est plus fort qu'elle. Elle va se rendre là-bas et à partir du moment où elle va poser les pieds sur le perron de la baraque, ça sent mauvais. J'ai été immédiatement immergée dans l'univers, j'ai immédiatement reconnu la plume de l'autrice avec ce côté très poétique qu'on retrouve énormément dans La vie invisible d'Adi Larue. Olivia a une personnalité tellement attachante, malgré tout ce qui se passe autour d'elle, ce sont que des choses stressantes. Elle est en insécurité, que ce soit dans l'orphelinat ou à Galante, elle n'a pas cessé d'être en insécurité et pourtant elle est vraiment hyper sweet avec tout le monde. Il y a un aspect très contemplatif, très nuancé dans ce roman et ce qui laisse aussi beaucoup de passages descriptifs et qui laisse le temps à la plume de l'autrice, qui est quand même quelque chose d'assez poétique, de prendre plus de place par rapport au dialogue et par rapport au nombre d'actions. Vraiment les actions sont plus concentrées vers la fin du roman, donc il faut s'y attendre, mais c'est vraiment ce côté contemplatif, de lenteur et d'introspection un peu avec Olivia qui m'ont beaucoup plu et je pense que je peux dire que c'est un coup de cœur de par la plume onirique, de par l'ambiance spooky et de par tous les mystères du domaine de Galante. Encore un seul mot et là c'est le mot dragon et j'ai envie de vous conseiller Damsel de Evelyn Sky, publié dans la collection Stardust, c'est la collection Young Adult des éditions Hugo Roman. Je vous ai fait un blog dédié sur cette lecture et j'ai énormément apprécié découvrir ce livre que je trouve vraiment meilleur par rapport au film, même si la trame scénaristique, on va dire les grandes lignes sont respectées. Tout ce qui concerne le dragon et ses caractéristiques et son passif, c'est occulté. Et ça j'ai pas aimé, parce qu'il y a vraiment des détails très intéressants. On part à la rencontre du personnage de Elodie qui est héritière du duché, c'est un petit... pas un royaume, c'est un petit clan qui est touché par la famine et pour sortir son peuple de ça, son père va l'envoyer se marier avec un prince très fortuné qui demande à se marier avec elle précisément. Il ne la connaît pas, hein, mais ce mariage pourrait sauver Inofé et ses habitants de la catastrophe. Elle va donc finalement accepter cette offre, elle ne voulait absolument pas se marier à la base et elle va être parachutée dans le royaume d'Auréa qui est un royaume très clinquant, plein de paillettes on va dire, incroyablement austère et même s'il y a beaucoup de sourires entre toutes les personnes qui vivent là-bas, il y a vraiment une impression de malhonnêteté, un truc qui se cache à la vue de tout le monde ou alors tout le monde est au courant. Mais bien sûr sauf elle. C'est la grande mode des dragons en ce moment, je sais qu'il y a plein de romans qui sortent à ce sujet. Moi j'ai craqué sur celui-ci et ça a été une superbe lecture. Vraiment je suis convaincue qu'il faut que vous lisiez ce roman juste par la fin et de ce qui se passe à la fin pour le dragon. C'est hyper intéressant comment l'autrice a réfléchi ça et j'aurais carrément voulu que ce soit même plus long ou qu'on apprenne encore plus de détails sur ce qui se passe avant. Ce qui est cool, c'est que en fait vous avez le point de vue de Elodie, mais vous n'avez pas seulement que son point de vue. Vous allez aussi avoir celui d'Isabelle, celui de Cora. Ah oui, il y a Alexandra, je l'avais oublié celle-là. Floria. Toutes ces jeunes femmes ont un lien avec Elodie. Un livre qu'on a envie de lire dans un château, et évidemment que j'allais ressortir celui-ci, Twin Crowns de Catherine Doyle et Catherine Weber, publié aux éditions Bayard. C'est l'histoire de deux sœurs, une va usurper la place de son autre sœur, donc Vraine et Rose, pour
pouvoir monter sur le trône d'Eanna. Monter sur le trône, c'est le seul moyen pour arrêter la guerre entre les sorcières et les hommes. Rose s'apprête à devenir reine, à épouser le prince du royaume voisin pour pouvoir s'assurer d'avoir un allié dans la lutte contre la magie. Mais Vraine comme Rose, les deux sœurs sont toutes les deux animées par un sentiment de vengeance où les secrets de petits amours vont commencer petit à petit à apparaître dans le champ tel des pâquerettes au printemps. C'est parce que j'ai lu la 4e de coup et je voulais pas dire la même chose. Je savais pas comment conclure le résumé. Je sais pas, je me sens trop dans une safe place dans cette histoire. Bon, il y a des trucs, t'as un peu peur pour les persos, mais en général, l'univers. Ensuite, c'est un mystère à résoudre dans une ambiance automnale et qui ne fait pas trop peur. J'ai décidé de vous mettre un manga, une série de mangas. Le 3e tome n'est pas encore paru, normalement ce sera le dernier tome. Il s'agit de The Unexpected Godless de Tsukasa Arima pour les dessins et Anna Amakasi pour l'œuvre originale. C'est publié aux éditions Doki Doki et c'est mon coup de cœur niveau manga et je suis encore une fois très contente parce que ça fait un petit moment que j'avais pas eu de coup de cœur en manga ou même que j'avais lu de manga. Je crois que ça fait plus d'1 an que j'en avais pas lu. Tous les 100 ans dans cette histoire, des élus vont être appelés dans le royaume d'Arialante, donc 4 jeunes filles vont être appelées pour hériter d'une partie du pouvoir de la déesse. Mais cette année-là, à la surprise de tous, ce ne sera pas 4 jeunes filles mais bien 5, sachant que 4 de ces jeunes filles font partie en gros de la haute société et que la 5e n'en fait pas partie. Si vous êtes des fans de manga, je pense que beaucoup ont déjà entendu parler de cette histoire. S'il y en a qui sont pas fans de manga, faites comme pour la BD, vous allez au moins zioter les premières pages. Je sais que certains sont un peu réticents par rapport à la manière de le lire, mais vraiment au bout d'une dizaine de pages tu t'y fais. Et la particularité des mangas c'est que c'est du noir et blanc, mais en vrai ça m'a jamais dérangé. La narration dans le premier tome commence vraiment tout en douceur, on a vraiment cette impression de tome introductif où on apprend déjà beaucoup de choses sur l'univers, mais on se doute bien que ce n'est qu'un échantillon. On va principalement avoir 3 personnages, on apprend beaucoup plus de choses notamment sur 2 de ces personnages. Le 3e ça arrive plus tard, et puis parmi toutes ces recos de romans ça change un peu. Alors littéralement on m'a fait une passe pour celui-ci parce que comme pour le mot monstre avec le roman Seul en monstre, le mot est dans le titre, il s'agit de exorcisme et j'ai lu sous les recommandations d'une vidéo, je pense que c'était un reading vlog de Mallory, mais je sais plus si elle avait vraiment aimé ou pas. J'ai lu My Best Friend's Exorcisme de Grandi Hendrix et c'est publié aux éditions Milan, donc du groupe Page Turner. Suite à une soirée qui va pas très bien se dérouler, Gretchen va en sortir différente et sa meilleure amie, Gabi, va commencer un petit peu à faire des connexions et elle va se rendre compte que quand il y a des choses bizarres qui arrivent, une succession de malchance on va dire, c'est très souvent quand Gretchen est dans les parages. Ça se passe en 1988 dans le New Jersey et du coup cette fameuse soirée ça va un peu séparer les 2 jeunes femmes. Elles étaient toutes les 2 étudiantes dans une école très prestigieuse et donc à partir encore une fois de cette fameuse soirée, j'ai un petit peu dit les choses à l'envers, Gretchen va commencer à entendre des voix. Je l'ai lu tout récemment donc mon avis sera assez à chaud. Je sais pas si c'est un récit très original ou pas dans sa catégorie, mais en tout cas moi j'ai apprécié les rebondissements et l'histoire. Je peux pas dire que c'est un livre qui m'a fait peur et c'était un peu ce que je recherchais un livre dans ce mood là mais en même temps qui m'effraie pas non plus. C'est un livre qui je crois vu que c'est publié aux éditions Milan est quand même destiné aux adolescents. C'est bizarre, c'est glauque, c'est dérangeant et ce qui est bien c'est qu'on n'y parle pas uniquement d'exorcisme, on y parle aussi d'amitié, d'évolution dans l'amitié, mais quand même si vous êtes un peu sensible à tout ce qui est esprit etc, peut-être c'est pas la bonne lecture, en tout cas moi ça a été et ça m'a vraiment sorti du genre de lecture que je pouvais lire d'habitude. Ce livre là normalement correspond à peu près à tous les critères des livres spooky qu'on recherche pendant cette saison. Pour le prochain on me demande un livre dans une école de magie et évidemment que j'allais mettre Supernova de Axel Ménéglier publié chez la collection R. Le tome 2 est sorti ou va sortir très prochainement. Nous allons suivre ici le personnage de Cassiopée qui a 18 ans. Sa vie va basculer cette fameuse même année-là quand elle va découvrir que ses parents biologiques l'avaient abandonnée à sa naissance et qu'elle appartient au peuple des constellationnistes. Ce sont des personnes qui tirent leur pouvoir des constellations du zodiaque et du coup elle va intégrer une école, la prestigieuse Académie de Londres, afin de pouvoir maîtriser son don, mais elle veut aussi connaître plus de choses sur ses origines. Elle va tout faire pour apprendre le plus de choses sur ce monde-là, mais il y a un truc qui va un peu la freiner. C'est un avènement prophétique d'un constellationniste, il faut le lire pour savoir ce que c'est. J'avais lu ce roman quand il y avait eu le prix Collection R, donc quand il recherchait son nouveau talent, et j'avais eu un très gros coup de cœur sur la plume d'Axel. Je trouvais qu'elle écrivait divinement bien, je trouvais que c'était hyper addictif, et c'est son premier roman, et vraiment c'est le genre d'autrice qui te donne envie d'écrire. Elle-même, elle n'y croyait pas, tu vois bien qu'elle a un talent brut entre les mains. L'univers de l'autrice, sa manière d'écrire, et même si vous allez la voir en dédicace, il y a un truc qu'elle te transmet. Avec son roman, tu te sens à la fois épanouie, divertie,
pris dans l'univers de l'autrice et c'est fascinant d'avoir quand même ce talent-là et ce pouvoir sur les lecteurs. C'est du young adulte. Il y en a quand même beaucoup dans ce point lecture, mais on retient que c'est du young adulte et qu'en ce moment j'en lis plus et donc je vous conseille de faire de même. Là on a dit witchy vibes et évidemment que j'allais sortir, je dis ça à peu près à tous les livres, Destin cruel de Kylie Smith aux éditions Bayard. J'ai lu ce livre, je crois que c'était à l'automne dernier ou peut-être l'automne encore d'avant. Ça se passe à Illustros où le destin des sorcières est scellé grâce à des dés magiques. Quand tu lances un certain nombre de fois les dés, tu peux être maudit. Ça peut aller très vite chez eux. Calliope est je crois au 3e lancer et donc elle est vraiment à ça d'être maudite. Bon, et suite à cette lancée de dés absolument catastrophique, elle va être chassée par les reines sorcières, n'est-ce point? Elle prend la fuite dans une forêt et va rencontrer quelques temps à peu près après, Gideon. Et moi, quand tu me dis Gideon, je pense à Rouge Ruby. Donc pendant tout ce temps, j'avais la tête de l'acteur pendant la lecture. Et figurez-vous que lui aussi, il a un avenir maudit. Mais pourquoi? Bah il faut lire le roman. Oh bordel, ça se voit que c'est la fin de la vidéo, je sais plus comment dire les choses. Gideon a une info qui peut l'intéresser, c'est qu'en gros il lui dit moi je crois que je connais un moyen pour nous éviter cette fameuse malédiction, puisque quand tu jettes les dés, tu fais partie d'un certain ordre de sorcières. En vrai c'est pas dit dans le résumé, et je sais que quand je résume ce livre, je le dis pas parce que j'ai l'impression que ça spoil un peu et que c'est dommage, parce que quand tu l'apprends t'es en mode ah chouette, j'aime bien où on va là. On est sur une plume addictive, avec cette impression d'étau qui se resserre sur les personnages. Vous allez pas rencontrer que Gideon, je vous arrête tout de suite. Et juste pour l'aventure que ces personnages vont vivre et l'aspect magique qu'il y a dans ce livre, moi je dis oui. Cette fois-ci on va vers un roman jeunesse et j'ai choisi Les Whisperwicks pour cette vidéo de Jordan Liss, publié aux éditions Ozu. C'est un livre que j'ai lu en début d'année, qui se lit autant bien en hiver qu'en automne. Je recommence un peu à lire des romans jeunesse et alors celui-ci il est incroyable, de par déjà sa double lecture. Juste ça, enfin c'est vraiment le point positif, mais on va un petit peu parler de cette histoire. Dans ce roman-ci, on va partir à la rencontre de Benjamia qui est dans une petite ville qui s'appelle Flamèche-les-Eaux. Ça n'a rien de magique, il n'a pas trop d'attrait pour ça jusqu'au jour où il va recevoir un cadeau. Et quel cadeau! Il va être envoyé dans un monde magique qui est celui de Dédéléum. C'est un monde étrange où beaucoup de choses bougent, donc il arrive là-bas grâce à une poupée de chiffon et il va rencontrer le personnage d'Elisabella qui est en pleine quête pour retrouver quelque chose ou retrouver quelqu'un, et elle va l'entraîner avec lui dans sa quête. C'est une écriture super fluide avec une description plus que réaliste qui nous parle de plein de thématiques différentes. C'est vraiment une histoire hyper touchante, très poétique. L'environnement du roman est hyper envoûtant. C'est un bon roman d'aventure selon moi qui prend le temps quand même d'expliquer les choses, et en même temps, comme je vous ai dit, il y a un peu cette impression de double lecture, autant pour les enfants que les adultes. Je vous conseille de le lire dès maintenant, comme ça l'année prochaine vous allez pouvoir lire la suite. Et enfin pour cette dernière reco, on m'a demandé un cozy fantasy et j'ai terminé hier soir Assistant to the Villain de Anna Nicole Meyer, publié aux éditions J'ai lu dans la collection Calix. On va croiser ici la route de Evie qui ne va pas croiser le prince charmant mais plutôt le vilain qui est accompagné de sa grenouille couronnée, et c'est au moment de cette rencontre où elle va être embauchée par ce dit vilain et va commencer à travailler là-bas. Ça lui va bien parce que ça lui permet de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Et alors quelle lecture, je me suis terriblement attachée au personnage. Au début vraiment, passer les 100 même 200 premières pages, j'étais en mode oh j'aime bien, c'est marrant comment ça se passe, etc. Il y a vraiment un ton très décalé qui est mis dans ce roman là, tu sens que tu souris bêtement mais tu sais pas trop pourquoi. Il y a quelques longueurs dans ce roman là, mais j'ai vraiment l'impression que c'était nettement voulu et c'était pas plus pour laisser planer un mystère, etc. Pour moi c'était le temps qu'on puisse comprendre un petit peu l'atmosphère de ce livre là, parce qu'effectivement c'est pas une atmosphère glauque, il y a pas un truc très mystérieux qui plane, etc. C'est vraiment centré autour de ces personnages là, c'est eux qui vraiment font l'atmosphère et c'est pas l'environnement dans lequel ils sont qui font qu'il y a une certaine atmosphère. Le personnage d'Evie c'est vraiment un personnage qui a la bonne humeur, qui a la joie de vivre, etc. Forcément le vilain pas du tout, lui il est très égocentrique, il a des colères tous les 4 matins et elle est véritablement le rayon de soleil de cette histoire, voire le rayon de soleil de ce petit vilain. La romance pour le coup je l'ai trouvée très honnête, non pas que toutes les romances que j'ai lues je les ai pas trouvées honnêtes, mais dans la manière dont ça nous a été amené, c'était cohérent, c'était envoûtant et j'ai juste passé mon temps à pouffer de rire. T'as un peu cette impression de dessin animé, surtout quand tu vois au début la map. Ah, vraiment ce qu'il y a écrit dessus, genre. Tu sens tout de suite vers quoi tu vas aller. Terrain de chasse de la licorne, genre la to-do list du vilain, chaos, folie, kidnapping. Super! Vraiment une bonne grosse dose de légèreté, complètement ce que j'avais besoin dans de la fantasy. J'ai hâte de lire les autres récits de l'autrice et je suis tellement contente de l'avoir lu. Après tous ces mois à le regarder en librairie en anglais et à ne pas pouvoir le lire parce que je n'aurais rien compris, je suis très contente d'avoir craqué dessus. Il existe également une version brochée, donc n'hésitez pas à aller regarder. On a enfin
enfin terminé avec ce point lecture des 20 recommandations pour cet automne. J'espère vraiment qu'il vous a plu. N'hésitez pas à amplifier cette liste en me donnant en commentaire vos recommandations. Je vous remercie vraiment d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Je sais que certains n'aiment pas les longues vidéos, mais en même temps quand t'as 20 livres, et encore, j'écourte mes avis, c'est obligé que la vidéo soit quand même assez dense. J'espère que toutes ces recommandations vont vous faire plaisir et vont vous donner des idées. Quant à moi, je vous souhaite des belles lectures et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!